Il n'y a que le travail qui paye et je crois beaucoup à la valeur travail au final. Et puis le travail s'épanouit, le travail embellit l'homme et la femme. Et je crois que c'est vrai, ça l'embellit intellectuellement, ça l'embellit physiquement, ça l'embellit socialement. Et je crois beaucoup à cette valeur-là. Bonjour, je suis Olivier Servat, bienvenue sur Succès Français avec Ben. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir à l'Assemblée nationale pour cette interview. Bonjour Ben, bienvenue à l'Assemblée nationale, c'est la maison nationale, la maison du peuple. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, donc je suis Olivier Servat, j'ai 47 ans, marié, père de 3 enfants. Je suis député de la Guadeloupe, première circonscription. Tu sais, il y a 4 circonscriptions en Guadeloupe et donc je suis député d'une circonscription, Abim, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau et Marie-Galante. Je suis de profession expert comptable, commissaire aux comptes, professeur agrégé d'économie et gestion où j'enseignais, puisque quand on est député on ne peut plus être fonctionnaire, un lycée en classe préparatoire pour ceux qui préparent l'expertise comptable. Et sinon, je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mon bac. Je suis parti ensuite faire des études et actuellement je vis en Guadeloupe, on fait entre Guadeloupe et Paris par rapport à mes activités, j'allais dire électives. Ok, super. Et comment était Olivier à l'école? À l'école, bon, allez, il y a plusieurs phases d'Olivier à l'école. Ouais. Déjà, une phase pré-primaire, maternelle, enseignement catholique, école chez les sœurs, hein, donc j'en garde un souvenir particulier. Ensuite, école publique à Grand-Camp, c'est un quartier populaire de la banlieue de la ville où j'habite, les Abîmes. Okay. J'y ai vécu des beaux souvenirs extraordinaires. Au primaire, un élève tout à fait moyen, au collège, un élève tout à fait moyen, sauf en troisième, on m'a expliqué qu'il y avait le brevet, où là je me suis un peu plus intéressé à ça. Il y avait notamment mon père qui était professeur dans le collège où j'étais, donc t'imagines un peu la pression que tu as. Ouais. Ensuite au lycée, tout à fait moyen, jusqu'en terminale où il y avait des épreuves du bac où j'ai mis un coup de collier. Et puis au supérieur, j'ai été meilleur. Sûrement peut-être parce que j'ai dû partir, autonomie, responsabilité aussi, de voir mes parents. Mon père était professeur, ma mère était secrétaire comptable, donc des moyens corrects, mais pas exorbitants, où je voyais tous les mois, l'argent qui consacrait à mes études, et j'étais conscient que je ne devais pas les décevoir, et en plus, je voulais réussir. Donc là, j'étais bien meilleur après le bac. D'accord. Et après le bac, tu as fait quelle étude exactement? Eh bien, j'ai voulu devenir tout de suite expert comptable. Alors, tu me diras quelle drôle d'idée, pourquoi? Mais parce que j'ai eu la chance, souvent, et je crois beaucoup à ça, au chemin que l'on peut montrer aux autres. Succès français, succès guadeloupéen, eh bien, montrer le chemin. Et il y a eu mon oncle, pour qui j'ai une belle affection, Franz Servat, qui était lui-même expert comptable. Et je le voyais, rouler en grosse voiture, avoir une grosse maison, une belle femme, on fait ça. Et je me suis dit, mais tu sais, c'est ça que je veux faire. Surtout qu'il nous disait qu'on a un besoin aujourd'hui, en Guadeloupe, mais ailleurs aussi, d'expertise comptable pour accompagner les entreprises, conseiller les entreprises, guider les entreprises, être un peu le docteur des entreprises. Okay. Eh bien, c'est ça, ça m'a montré la voie et ça m'a motivé. Et donc, j'avais cette motivation-là. Cette motivation qui a été un petit peu contrariée. Hein. Le chemin n'a pas été tout droit vers cet objectif. Hein. J'ai eu quelques échecs aussi. Mais enfin, c'est lui qui m'a montré la voie et je lui en suis très reconnaissant. Et du coup, avec ces études-là, est-ce que tu as tout réussi du premier coup? Ou justement, tu m'as dit que tu as eu des échecs. Est-ce qu'on peut revenir sur un ou deux de tes échecs, si tu en as en tête? Ça t'est trop belle. Tu comprends pas encore le créole, Ben, non? Ça aurait été trop beau. Non, j'ai eu des échecs, je me souviens. Pour devenir expert comptable, à l'université d'Orléans, c'est là où j'étais, il fallait réussir en concours MSTCF, Maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. C'était après le bac plus 2, le DUG à l'époque. Hein. Grosso modo, c'était un master, c'est maintenant dit master. D'accord. Eh bien, il se trouve qu'en deuxième année, je suis tombé amoureux. Ouais, je suis tombé amoureux de Valérie. Oui, tant mieux, heureusement. Non, ce sont les meilleurs moments de la vie. Il y a que ça de vrai. Et Valérie. Et donc, forcément, j'ai passé plus de temps avec Valérie qu'avec mes bouquets de comptabilité. Donc, je n'ai pas réussi à ce concours en deuxième année. Et là, je me souviens toujours, il n'y avait pas de portable à l'époque, Ben. Oui. Il y avait des cabines téléphoniques où le rituel, c'était qu'une fois par semaine, j'appelais mes parents. Pour échanger sur la semaine et pour avoir leurs sentiments. Et là, je dois appeler mon père pour lui dire que je n'ai pas réussi.
Et donc j'appréhende beaucoup ce moment-là. Et je l'appelle, je lui dis, bon mais papa, tu sais, j'ai pas réussi au concours d'MSTCF, mais j'ai réussi au concours d'MSTF, maîtrise des sciences techniques financières. Et je lui dis, mais... Et il m'a dit, alors MSTF, est-ce que ça te permet de devenir expert comptable? Je lui ai dit, ben non, ça me permettra de devenir autre chose, banquier, etc. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, ben je veux faire expert comptable. Alors il m'a dit, ben refais une année, tu dois refaire une année. Et tu vois, Ben, là, ça m'a soulagé parce que, tu sais, j'étais en plein doute. Ouais. L'échec est toujours difficile à appréhender en face. Et donc, je voulais me consoler avec une autre réussite qui ne correspondait pas à ce que je voulais vraiment faire. Et là, mon père, ma mère aussi, hein, mais mon père surtout, m'a dit, ben non, ben, fais ce que tu as envie, refais une année. Et là, je peux te dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai carburé. J'étais toujours amoureux, mais j'ai bien carburé. On a vécu ensemble avec ma copine, comme ça a géré les choses. Et là, j'ai pu réussir premier. L'année d'après, au concours de MSTCF. Et puis après, ça s'est très bien passé. Je suis devenu expert comptable stagiaire. Entre-temps, j'ai passé l'agrégation d'économie et gestion. D'accord. Je ne suis pas peu fier de ça. Je le dis assez rarement. Ouais. Mais j'ai fini deuxième au concours national de l'agrégation. Tu sais, l'agrégation d'économie et gestion, tu te retrouves avec des gens qui ont fait Normal Sup, qui préparent l'ENA, qui préparent Sciences Po, enfin des monstres. Ouais. Et je m'étais transformé en monstre à l'époque. J'étais entre-temps dans une toute petite chambre à Laval parce que j'étais devenu professeur certifié stagiaire, j'enseignais. Et je préparais ce concours dans une toute petite chambre, un peu comme ici, 9 mètres carrés. Et où je faisais ça matin, midi et soir, 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Okay. Et là, il n'y a que le travail qui paye et je crois beaucoup à la valeur travail au final. Et puis le travail s'épanouit. Le travail embellit l'homme et la femme. Et je crois que c'est vrai. Ça l'embellit intellectuellement, ça l'embellit physiquement, ça l'embellit socialement. Et je crois beaucoup à cette valeur-là. Je voudrais revenir sur un point important que tu as dit. Quand tu as échoué la première année, ton père t'a appelé et t'a remotivé. C'est moi qui ai appelé mon père. À ce moment-là, quelle importance a l'entourage finalement sur ton échec ou sur tes réussites? Fondamental. Fondamental. Nous sommes des animaux sociaux, des animaux sociaux et on vit en communauté. Et pour moi, la famille est très importante. L'éducation, j'ai vu mon père, je t'ai dit que je croyais beaucoup à la valeur travail, mon père était un travailleur. Professeur de maths, mais aussi il a construit sa maison. Je l'accompagnais d'ailleurs. Construire sa maison. Si, je peux te dire que je peux coffrer une dalle de béton, je peux ferrailler, je peux bien évidemment faire du béton, je peux faire beaucoup de choses parce que je l'ai fait avec mon père. Mais je l'ai vu travailler, se lever tous les matins, aller chercher les ouvriers, être un peu un architecte, être un peu un jardinier, être un peu tout. Donc je crois que c'est de leur travail. Donc la famille, l'entourage, quand on doute, quand on est en difficulté, eh bien c'est un support extraordinaire. Et là, c'était vraiment un élément important parce que j'étais prêt à faire le mauvais choix et peut-être que je n'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. Donc l'entourage est vraiment important pour se développer. Oui, pour se développer parce que l'entourage nous fait confiance, parce que l'entourage accepte notre échec, parce que nous ne sommes pas parfaits et nous encourage. Eh bien c'est ça, on échoue, on tombe, on se relève et en tout cas on nous accompagne, on nous tend la main pour nous relever. Ouais. Du coup, après la comptabilité, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je dois te dire quelque chose que j'ai oublié de te dire, d'important. Une fois que je deviens expert comptable stagiaire, j'ai fait mes études à Orléans, 6 ans, je rentre en Guadeloupe. Je rentre en Guadeloupe parce que je deviens expert comptable stagiaire, je suis dans un cabinet. D'ailleurs, je suis dans une mairie à l'époque, la mairie de Bémao. Peut-être que là, première étincelle vers la politique, on en parlera sûrement. Je passe une année, mais j'avais déjà passé le concours d'agrégation. Je te dis que je l'ai réussi, mais je l'ai passé 3 fois en fait, le concours. La première année, je suis allé comme ça, en préparant l'expertise comptable. Je suis admissible, mais très loin. La deuxième année, je suis rentré en Guadeloupe. Je suis à la mairie de Bémao, je bosse beaucoup en tant qu'expert comptable stagiaire, mais je passe le concours quand même, sans le réviser. Et là, je suis admissible et je suis à 1 point, c'est-à-dire à rien du tout d'être admis. Et là, un nouveau choix terrible se présente devant moi. Par contre, j'ai réussi au concours de professeur certifié. Donc, est-ce que je dois partir, repartir en France, parce que quand tu réussis au concours de professeur certifié, tu es obligé de partir pour la formation. D'accord. Ou est-ce que je repasse l'agrégation sans partir? Et donc là, je choisis de repartir. C'est un moment très très dur, y compris pour moi, mais y compris pour ma famille. Parce que tu sais, tu es rentré en Guadeloupe, je voulais vivre chez moi, c'est chez moi, je me sens bien. Mais j'ai choisi de repartir. Et là, je suis muté, je te disais, à Laval. Je suis professeur au lycée Ambroise-Paré de Laval. J'enseigne 4 heures et je suis en formation à Nantes. Et là, je me décide à préparer l'agrégation. Et ça, c'était un moment particulier parce que j'ai choisi de m'éloigner de nouveau de ma famille et de mes attaches.
Et bon, il y avait quand même ma fiancée de l'époque qui vivait à Paris. Ça a peut-être Ouais, aidé. Maintenant que j'y pense, ça a peut-être aidé à mon choix de revenir. Un choix important quand même. Absolument, un choix important. Et là, je te disais, c'est mon particulier à Laval où j'étais dans un foyer Sonacotra. Je ne sais pas ce que c'est qu'un foyer Sonacotra. Non. C'est un foyer où tu rencontres beaucoup de gens meurtris par la vie. Je me souviens que j'avais un voisin séropositif. J'avais un autre voisin touché par le cancer. J'avais un autre voisin en situation quasiment irrégulière. Donc, c'est là où tu rencontres quand même des meurtrissures de la vie et tu te dis, ben, tiens, j'ai de la chance de pouvoir travailler, de pouvoir étudier, de pouvoir être en bonne santé. Et donc, ça m'a donné encore plus de force, je crois, à ce foyer Sonacotra pour réussir le concours de l'agrégation. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du facteur chance? Oui, il en faut. On en a besoin du facteur chance. Mais on dit souvent, je suis croyant, hein, on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais on a besoin d'un facteur chance. Mais je crois qu'on ne peut pas tout miser sur la chance. Je crois qu'en se donnant les moyens, en mettant les conditions autour de nous, eh bien, on provoque la chance, n'est-ce pas? On fait ça. Bon, Nietzsche, en même temps, je crois, pour ne pas faire trop de philosophie, je crois au déterminisme nietzschéen. Nietzsche disait que les chaînes qui nous oppressent sont tellement fortes qu'on ne les sent plus, qu'on a l'impression d'être libre. Ça veut dire quoi? Je crois au destin. Donc, malgré tout, quand on croit au destin, moi je trouve que c'est très soulageant. Ben, pourquoi? Parce que quoi qu'on fasse, c'est déjà écrit. Alors, eh ben, on le fait en donnant le meilleur de soi-même, en étant, je crois, le plus juste, le plus humain possible, parce qu'on vit dans un monde tellement dur, tellement brutal. Donc, si on n'a pas besoin d'être méchant, brutal, médisant, ben, soyons humains, bienveillants, et je crois que chacun avance selon son rythme. À son rythme, c'est exactement ça. Voilà. Et aujourd'hui, tu es député. Oui. Comment tu as fait cette transition entre justement ce que tu exerçais avant et aujourd'hui le député et me recevoir à l'Assemblée nationale? Ouais, sur une mauvaise mouche m'a piqué à un moment donné. Une mouche tsetse, comme on disait. C'est une bonne question, difficile à répondre parce que je n'ai pas de père ou de mère ou de parents ou de grands-pères qui ont fait de la politique, qui ont été élus. Je n'ai pas ça dans ma famille. Le premier de la famille. Oui. Et donc, pourquoi? Je crois, quand j'étais étudiant, je regardais le dimanche soir. Je ne sais pas si tu te souviens d'Anne Sinclair. Tu es trop jeune pour ça, Anne Sinclair. 7 sur 7, les émissions du dimanche. Ouais. Elle recevait des hommes politiques ou des femmes politiques et j'aimais cette rhétorique entre le journaliste et le politique pour convaincre pour le politique dans l'intérêt général, l'intérêt de la cité. Puis au final, la politique c'est quoi? S'occuper de la vie de sa cité, travailler au bonheur des hommes et des femmes qui nous entourent, donner de soi. Parce que je le dis, hein, je ne le dis pas assez souvent non plus, mais je crois que les hommes politiques devraient le dire plus souvent par pudeur, ils ne le disent pas. Moi, j'ai identifié 6 choses qu'on sacrifie quand on fait de la politique. 6. Ouais. Ses amis. Les amis que tu as, eh ben, tu les vois moins parce que tu fais autre chose. Sa santé. Parce que tu manges plus mal, tu bois un peu plus, tu dors plus mal, les montées et descentes d'avion, ça n'est pas bon. Ton travail. Tu ne peux pas être bon en politique et faire ton travail d'expert comptable aussi parfaitement que tu voudrais. Ouais, ta famille. Ta famille, elle en prend un coup aussi. Heureusement, je remercie ma famille, je remercie mon épouse, mes enfants de faire preuve de compréhension de ce que je fais. Ton argent aussi. Alors, souvent, on a l'impression que les politiques sont là pour l'argent. Pas du tout. On est là pour le bien public et je peux te dire qu'en tout cas, dans mon cas précis, on sacrifie son argent et tu sacrifies ton intimité. Tu ne peux pas te mettre torse nu, je ne peux pas me mettre torse nu devant toi, sinon ça va être mal interprété, etc. Ça, tu vois. Donc alors que si je n'étais pas un homme public, eh bien j'aurais pu le faire. Donc tu sacrifies tout ça. C'est ça la politique. Alors pourquoi? Eh bien pour essayer d'être utile durant le court temps que l'on passe sur Terre, à la vie de sa cité, et donner ce que j'ai reçu de la société, ce que j'ai reçu de mes parents, ce que j'ai reçu de mes amis, ce que j'ai reçu de mon pays. Pour à ton tour transmettre. Oui. Okay. En fait, la politique, pour moi, c'est le pouvoir de faire. On ne peut pas nier que quand on sommes en politique, on souhaite pouvoir faire. Pas juste le pouvoir, mais le pouvoir de faire des choses utiles à son peuple. Voilà. D'accord. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on aide des entreprises ou des entrepreneurs aussi à développer leur activité, on les aide au quotidien. Vous, aujourd'hui, en tant que député, quel est ton rôle et quel est ton combat finalement au quotidien? Oui, c'est vrai, pas François dit, mais à quoi ça sert un député? Enfin, c'est pas clair, hein? 3 rôles. Voter des lois, faire des propositions de loi et contrôler l'action du gouvernement. Et donc, quels sont mes combats aujourd'hui? Je suis
d'ailleurs président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est quoi ça? Eh bien, c'est une délégation qui regroupe l'ensemble des 27 députés ultramarins sur les 11 territoires ultramarins. D'ailleurs, je tiens à les citer, les 11 territoires ultramarins, parce que souvent on ne les connaît pas. La France est la France, Oui. parce que le soleil ne se couche jamais sur cet archipel France. La France n'est pas qu'un hexagone, c'est l'hexagone et ces 11 territoires habités. Alors, océan Atlantique, tu as Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane. Ensuite, tu as l'océan Indien, tu as la Réunion et Mayotte. Et puis l'océan Pacifique, tu as Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie. 11 territoires habités, plus les terres australes, antarctiques, qui font que la France est à la deuxième zone économique exclusive au monde, c'est-à-dire les zones entourées d'eau après les États-Unis. C'est ça qui fait la puissance de la France. Sinon, la France serait un pays plus rikiki, uniquement circonscrit à l'Europe, alors que la France est la France parce qu'elle a ses outre-mer, parce que nous sommes la richesse de biodiversité. 95% de la biodiversité végétale est en outre-mer. Et donc, il est bon de le rappeler parce que ça regroupe les différents combats que je mène aujourd'hui. Il y en a beaucoup, Ben. Ouais. J'ai fait récemment une question au gouvernement sur le racisme. Le racisme par rapport aux ultramarins français, souvent français depuis plus longtemps que certaines zones de France, ouais. Et qui subissent malgré tout par rapport à leur identité et leur diversité visible, je dirais, du racisme. Un racisme, je disais, rampant entre un employeur et un employé dans une station de bus. Et donc, on doit combattre ce racisme parce que nous sommes des Français à part entière et on a besoin, que ce soit dans les lieux de pouvoir, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les administrations, de pouvoir être représentés à notre juste valeur. Ni plus, mais ni moins. Combat contre le racisme fort que je mène au-delà même de la politique. Je mène un combat, je me souviens, 2017, le président de la République, nous allons en Guyane avec lui pour lancer les assises des Outre-mer. Ouais. Et il me dit, bah, alors Olivier, comment ça se passe en Outre-mer, en Guadeloupe? Je lui dis, bah, il y a beaucoup de choses à améliorer, dont notamment, Monsieur le Président, le retour des forces vives sur nos territoires. Guadeloupe, Martinique, aujourd'hui, nous sommes en déclin démographique. Pourquoi? Parce que nos enfants, Ben, des gens comme des jeunes, partent en hexagone se former ou ailleurs dans le monde et ils n'ont pas les conditions pour revenir parce qu'ils ont atteint un haut niveau, un fort niveau de compétences et ils n'ont pas les conditions pour revenir. Et donc, ils ne reviennent pas. Donc, ils partent avec leur fertilité. Et donc, la démocratie décroît. Il faut absolument inverser la tendance et faire en sorte qu'il y ait un retour des forces vives. Je suis très content, par exemple, d'avoir fait voter un amendement concours nationaux à affectation locale. Je m'explique. Oui, très bien. Oui, les concours en France, c'est national, c'est normal. Tu passes un concours de prof, tu peux être affecté n'importe où. Ouais. C'est le principe. Ouais, ouais. Eh bien, on a identifié qu'on peut créer des concours nationaux, prof, mais affectation locale. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite où est-ce qu'on sera affecté. Quel est l'intérêt de cela? J'ai observé que dans l'administration, par exemple, des collectivités territoriales ou d'État, quand tu veux passer d'une catégorie B, niveau intermédiaire, catégorie A, niveau supérieur, parfois tu rechignes à passer le concours. Pourquoi? Parce que tu te dis, si je réussis d'aventure le concours, je dois partir en France, me former. Je perds la surrémunération durant le temps de ma formation. Ma famille est éclatée, puisque ma famille est en Guadeloupe et moi je suis en France. Je dois avoir un double coût, puisque je dois avoir un loyer, des frais, etc. Donc ça baisse mon revenu. Et je ne suis pas sûr de revenir à l'issue de la formation, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des gens devant moi. Donc le concours national à affectation locale me garantit que c'est un concours national que je passe, mais que je suis sûr d'être affecté en Guadeloupe. Donc ça va renforcer la capacité des hommes et des femmes des territoires ultramarins, donc de la Guadeloupe par exemple, à passer des concours et à rester chez eux. Voilà, donc ce type de combat que je mène aujourd'hui et qui m'occupe. Il y a un autre combat que je mène, la chlordécone. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Ben, la chlordécone, mais en fait, tu sais, c'est une molécule qui a été utilisée dans les champs de bananes en Martinique et en Guadeloupe depuis les années 70 jusqu'en 1993 pour lutter contre ce qu'on appelle le charançon noir qui perturbait les régimes de bananes et qui finalement les rendait malades. Sauf que en 1970 aux États-Unis, cette molécule est utilisée, il y a une explosion de l'usine qui produit la chlordécone et les habitants autour, 40 000, tombent malades. Et donc les États-Unis interdisent depuis les années 70 la chlordécone. En France, 20 ans plus tard, elle est interdite. 1990, en France hexagonale. Sauf que tu as 3 ans
de dérogation où, en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, elle est tolérée. Scandale. Aujourd'hui, nos sols sont pollués pour 700 ans. Aujourd'hui, ma chair est polluée parce que 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais sont imprégnés du taux de chlordécone. Aujourd'hui, nos mers sont polluées parce que le croissant autour des zones de culture de la chlordécone, eh bien, les poissons sont pollués parce que tu as le ruissellement et la chlordécone s'infiltre dans les eaux marines. C'est un scandale et aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il se pourrait que les actions judiciaires lancées contre ces contrevenants pourraient être prescrites. C'est non, c'est scandaleux et nous trouverons devant eux d'ailleurs. J'ai lancé et je suis tellement content que cette pétition ait été relayée à plus de 45 000, 46 000 personnes. C'est beaucoup à l'échelle de Martinique-Guadeloupe parce que si on devait voir ça à l'échelle de la France, ça ferait 4 millions de personnes. Donc, il y a une prise de conscience. L'État, le président de la République a dit qu'il reconnaît la responsabilité de l'État. C'est le premier président à l'avoir dit. Tant mieux. Mais en tout cas, nous sommes vent debout contre cette affaire de prescription. Les responsables doivent payer. On a parlé des ultramarins qui quittent leur territoire pour venir en France ou ailleurs pour faire leurs études, pour travailler. Quel message tu pourrais leur donner aujourd'hui, puisqu'ils sont loin de leur famille généralement, ils sont loin de leurs proches, ça peut être compliqué des fois, quel message tu pourrais leur adresser? Eh bien, les voyages forment la jeunesse. Donc c'est bien que tous les ultramarins sur les 11 territoires puissent partir, essaimer, s'enrichir, se former, apprendre partout dans le monde. Pas qu'en France, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, en Russie, partout. Qu'ils se forment, qu'ils atteignent les plus hauts niveaux possibles, mais surtout qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent, parce que la racine est importante, et qu'ils se disent, et je sais que beaucoup se le disent, je veux enrichir mon pays. Beaucoup aussi se disent, mais comment enrichir mon pays? Et est-ce que des perspectives s'offrent suffisamment à moi pour pouvoir retourner dans des conditions équivalentes à celles que j'occupe ailleurs? C'est tout le job de nous, politiques. J'ai favorisé la création en Guadeloupe, mais c'est aussi le cas en Martinique, de l'association Allez Vini. Allez Vini. Va, revient. Et Yann Siranton, en Guadeloupe, fait un travail extraordinaire sur ça. Et l'idée, c'est d'identifier les besoins de territoire d'un poste de haut niveau et les offres. Parce que parfois, ceux qui sont autour du monde, ils n'ont pas l'accès aux différentes offres nécessaires et ceux qui ont les besoins ne savent pas qu'il y a des qualités un peu disséminées dans le monde. Et donc, on travaille à ce rapprochement-là et ça va porter ses fruits, ça porte ses fruits. Je salue d'ailleurs l'initiative de Pôle emploi qui nous aide beaucoup pour ça et aussi en Martinique, mais aussi ailleurs, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, il y a Cadre Avenir, où il y a 400 cadres qui sont revenus occuper des postes à forte responsabilité et qui sont d'origine néo-calédonienne. Bref, il y a des initiatives comme ça. Donc le message que je veux leur donner, allez-y, formez-vous, devenez forts, mais surtout, n'oubliez pas de revenir renforcer votre territoire. Et nous, notre job en tant que politique, c'est de créer les conditions pour vous, pour revenir et pour renforcer votre pays. D'accord, super message pour eux. Oui. Donc ça, c'est tes combats aujourd'hui. Absolument. Et qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Eh bien, mes enfants, ma femme, ma famille, mon pays, la Guadeloupe, et puis l'envie de se dire qu'on peut toujours faire mieux et l'envie aussi de se dire que Dieu merci, je suis vivant et que je veux être utile à mon pays. Tu sais, c'est la fameuse phrase de John Fitzgerald Kennedy qui se dit « Ne demande pas à ton pays qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » Et puis, je t'indiquais que je crois que l'exemplarité, la voie tracée, ça a du sens. Hein? Imagine une forêt, si elle n'est pas défrichée, elle est plus difficile à pénétrer. Mais si derrière toi, tu as pu faire la place pour certaines personnes pour avancer encore plus loin, eh bien tu as fait ta part pour ensuite transmettre et laisser les autres faire la leur. D'accord. Et si tu avais un conseil pour finir cette interview à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, qui ont envie de réussir, mais soit qui ont peur, soit qui n'ont pas envie d'échouer, soit qui sont un petit peu bloqués par leur situation, quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui pour finalement atteindre leurs objectifs? Eh bien, je pourrais leur dire que je crois en la valeur travail. Que je n'ai jamais vu quelqu'un qui se lève le matin et qui se dit « je vais y arriver, faut que j'y arrive, faut que je me bouge, faut que je sorte,
faut que j'aille rencontrer du monde, faut que je me forme, faut que j'apprenne, faut que je donne du bonheur et qui n'y arrive pas. Je n'ai jamais vu ça en réalité. Alors, il n'y arrivera pas du premier coup, sûrement. Ça aurait été trop beau. Oui. Et ça aurait été presque ennuyant. Hein? Donc, je n'ai jamais vu ça. Donc, croire en soi, croire en la valeur travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben, à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous voulez que je rencontre des entrepreneurs, des députés, peut-être un jour le président, on ne sait jamais. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour voir toutes les personnes qui vous intéressent et je ferai en sorte de les interviewer.